Il y a vraiment une coupure très importante entre ces deux pans du même parti. Il me reviendra de rassembler la famille socialiste, mais bien au-delà, parce que la seule famille socialiste ne permettra pas de figurer au second tour de l'élection présidentielle. Il faudra rassembler la gauche. Et bien évidemment, je ferai tous les gestes nécessaires à l'égard des dirigeants, des élus, des responsables politiques qui se sont engagés dans cette primaire sur tel ou tel programme, tel ou tel candidat, de façon à ce que nous puissions rassembler tous les socialistes et ensuite rassembler au-delà la gauche. Si vous êtes élu, vous serez en quelque sorte de facto le patron des socialistes. Qu'est-ce que vous ferez avec ces élus socialistes? Je pense notamment à Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon, qui déjà ont manifesté une préférence pour quelqu'un d'autre qui n'est pas dans le parti, qui est Emmanuel Macron. Vous les sortez du parti, vous déchirez leur carte, qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne prononce aucune excommunication. Je ne suis pas là pour dire aux uns et aux autres voilà, qui est dans le droit chemin et qui est dans le mauvais chemin. Cela étant dit, il y a une primaire qui est celle à laquelle le Parti socialiste qui l'a organisée, qui va amener des millions peut-être, en tout cas des centaines de milliers d'électeurs à choisir démocratiquement un candidat. Ça lui donne une légitimité, ça me donnera ou donnera à Manuel Valls une légitimité forte. Je souhaite que des élus qui doivent beaucoup de leur carrière au Parti socialiste respectent ce choix, c'est-à-dire celui du peuple, qui n'est pas la même chose que la légitimité d'un appareil. C'est la légitimité d'un vote populaire. La même question se pose au sein même du gouvernement. Le numéro 3 du gouvernement, Ségolène Royal. On sent que son cœur penche sans doute pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous lui dites, Ségolène Royal, pour la retenir? Pour lui dire votez pour moi plutôt que de partir ailleurs? Vous en savez plus sur son cœur que non, que mais moi. elle l'a déclaré publiquement, c'est pour ça. Je pense que Ségolène Royal, c'est aussi une femme qui est attachée au rassemblement de la gauche, qui est attachée à la perspective que ce second tour de l'élection présidentielle ne se limite pas à un affrontement entre la droite de M. Fillon et Marine Le Pen, et qu'elle sait parfaitement que sans rassembler la gauche, nous n'y arriverons pas. Je ne vois pas Emmanuel Macron, dont la candidature est mi-droite, mi-gauche, hybride en quelque sorte, en capacité de construire ce rassemblement. C'est mon choix, mais c'est surtout, je veux dire, que moi je me tourne vers l'avenir. J'essaye de défendre un futur désirable, autour de la question du travail et des protections sociales du futur, autour de la conversion écologique de notre économie. On vit encore sous un nuage toxique ici à Paris, mais dans plusieurs villes de France. Et c'est comme si on voulait s'acheter un délai supplémentaire avant de prendre les bonnes décisions en matière de lutte contre ces pollutions atmosphériques, contre les perturbateurs endocriniens, contre tout ce qui, aujourd'hui, rend la vie des Français de plus en plus difficile. Et bien, ce futur désirable, un monde dans lequel nos enfants pourront aussi faire des enfants, il est au cœur de ma démarche politique. Je pense qu'elle est de nature à rassembler et à mobiliser une femme comme Ségolène Royal aussi. Et au-delà d'elle, comment vous allez reconquérir ces électeurs de gauche, du centre-gauche, qui trouvent des vertus à l'économie de marché, à l'entreprise? Vous n'en trouvez pas beaucoup, vous, des vertus à l'économie de marché? Vous avez mal lu mon programme, moi je crois. Si, dans votre livre, en 2011, vous disiez, dans votre livre, tournez la page, on ne peut pas moraliser le capitalisme. C'est-à-dire, il est par essence immoral. Mais le capitalisme et l'économie de marché, ce sont deux concepts radicalement différents. Et donc, la question, de marché est morale, le capitalisme est immoral. Mais il n'est pas immoral, amoral. Il n'a pas de morale. Et oui, il n'a pas de morale. Il ne se préoccupe pas de faire ni le bien ni le mal. Ça fonctionne selon un mécanisme qui est un mécanisme d'accumulation du capital, qui ne se pose pas la question de savoir si, pour le faire, on détruit des forêts ou on améliore la santé des gens. Donc aujourd'hui, ce qui me préoccupe, moi, quand on parle d'augmentation de la richesse, notamment quand on se préoccupe de la croissance de notre économie, c'est quel sens cela a-t-il? Est-ce que demain, la croissance de notre économie, elle se fait au prix de la déforestation dans le monde, comme on le constate aujourd'hui, et de risques pour notre planète considérables? Est-ce que c'est le fait au prix de la précarisation des jeunes salariés? Qui se préoccupe aujourd'hui en France de la comparaison quand même difficile à assumer pour les Français, du délai pour avoir un contrat stable en France pour un jeune qui sort du système de formation initiale qui est de 5 ans en moyenne, qui se préoccupe du fait qu'un jeune sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté, que 60% d'entre eux sont sur des contrats précaires. Nous avons aujourd'hui la singularité en Europe d'être ceux qui assumons que l'insertion professionnelle doit être obligatoirement un parcours du combattant. Et moi je veux, pour cette génération-là, les jeunes actifs, ne pas penser le monde tel qu'il fut pour nous, pour vous comme pour moi, mais tel qu'il est pour eux. Eh bien, c'est aussi ça la responsabilité d'un responsable politique que de se tourner vers le futur et l'avenir. Merci beaucoup, Benoît Hamon, d'avoir répondu à notre invitation.